la famine, elle est là. 40% des engrais, presque autant des céréales du monde, de l'Europe, pardon, venaient de l'Ukraine et de la Russie. On les a plus. Deuxièmement, ce qui va manquer, c'est pas seulement la difficulté d'exporter les céréales produites, c'est la possibilité de semer. Et donc l'année prochaine. Donc il est certain, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, qu'il va y avoir une famine en Afrique dans les mois qui viennent, et jusqu'en 2024 au moins. La seule façon d'y remédier, ce sera en effet d'exporter des choses venant d'ailleurs. L'Inde, j'ai quelques doutes pour les raisons qui ont été dites. Ce gouvernement est aussi plein de rêves et de fantasmes, le gouvernement indien. Et aussi parce que tout le monde va vouloir garder des réserves. Mais quand vous voyez les chiffres qui ont été donnés là sur l'augmentation des prix, ça veut dire qu'il y a des révolutions partout. Partout. Et il y a une instabilité qui est très grande. Alors c'est l'occasion pour les pays africains, je vous reviens à votre question initiale, de réfléchir à ce avec quoi ils se nourrissent. Après tout, ils ont souvent... Ce qu'ils font déjà. Ils ont souvent des nourritures locales qu'ils n'utilisent plus parce qu'ils se sont mis à manger du pain alors que ce n'était pas leur habitude et que ça ne correspondait pas à leur tradition, et produire des choses qui n'étaient pas conformes à leur tradition culturelle. Il faut que chacun revienne à son mode de vie et utilise des productions locales. Est-ce que c'est une démondialisation à laquelle on commence à assister? C'est le mot utilisé par Christine Lagarde la semaine dernière. Oui, c'est une démondialisation. Moi, j'ai toujours dénoncé la mondialisation sauvage. J'ai souvent comparé la mondialisation sauvage, c'est-à-dire la mondialisation sans règle de droit, à ce qui s'est passé pendant 25 ans quand il n'y avait pas de gouvernement en Somalie, pardon. Et c'est-à-dire un état de désordre extrême où c'était les seigneurs de la guerre qui commandaient, où il y avait des corruptions partout. Et j'ai souvent dit que la globalisation de la planète, c'était la somalisation de la planète. Et c'est ça auquel il faut. Donc il faut mettre en place d'urgence des règles de droit. Ça ne veut pas dire qu'il faut chacun s'enfermer dans ses frontières. Mais il faut des règles de droit internationales sur le travail des enfants, sur la protection contre les épizooties, etc., etc. On l'a vu avec le Covid. Et il faut se donner une règle simple dans tous les pays, ne pas dépendre pour ses importations de plus de 25% d'un pays. C'est une règle compliquée à mettre en œuvre, en particulier pour les matières premières. Mais on n'est pas en train de changer d'air, justement, avec cette démondialisation. C'est-à-dire, disons que depuis la chute du mur, on était dans un monde de l'économie globalisée et du primat de l'économie sur tout le reste. Et aujourd'hui, on est dans une situation où il y a un primat du politique et de la géopolitique sur l'économie, et que ça ira toujours plus en s'accentuant. Alors, il me semble qu'on était dans un primat de l'économie sans droit. Et le marché ne peut pas créer le droit. Par nature, ce n'est pas sa fonction. Le droit doit être créé par l'État. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose comme les bases d'un État de droit mondial. Je ne dis pas de gouvernement mondial, ça n'a pas de sens encore aujourd'hui. Mais il faut un État de droit mondial. Alors, on peut boucher les yeux et dire non, pas besoin d'État de droit mondial, donc à s'enfermer dans des frontières, ça ne marchera pas. Parce que de toute façon, on est tellement interdépendants. La seule solution sérieuse, c'est de mettre un état de droit planétaire qui permette évidemment à chacun d'être un peu plus autonome, mais pas complètement fermé. Et si on doit être autonome, ça ne peut être que dans des grands ensembles. C'est pour ça que, d'où l'importance de la construction européenne. À cette époque, dès cette année-là, j'avais annoncé une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et c'est vrai que j'avais dit un peu avant, et je le répète, que même si la Russie a la quasi-totalité des torts dans cette affaire, les États-Unis, sans leur faire porter de tort dans cette affaire dont nous parlons, ne peuvent pas exister sans un ennemi. La nature du système politique américain, que le président Eisenhower avait bien dénoncé en quittant ses fonctions pour les laisser à M. Kennedy, était, dans un discours final qu'il avait fait, méfiez-vous du complexe militaro-industriel. Le système militaire américain, le système industriel américain, a besoin d'un ennemi pour justifier les subventions qui vont développer le complexe militaire, qui est lui-même le moyen d'accorder des subventions à l'industrie privée dans un pays qui prétend ne pas avoir de politique industrielle. Ça passe par l'armée. Et donc, quand en 89, moi je l'ai vécu vraiment de l'intérieur, à l'Élysée, ouais. Il y a eu l'effondrement du système soviétique que nous on avait vu dès 86, dès l'arrivée de Gorbatchev, on avait vu que ça allait se terminer assez vite, parce qu'il avait cette intelligence-là. Les Américains ont pris peur. Ils ont pris énormément peur. D'ailleurs, ils se sont battus contre moi. C'est surtout la principale raison pour laquelle ils ont souhaité mon départ de la BERD. Parce qu'ils ne voulaient pas de cette institution. Parce que
l'idée même que la Russie puisse entrer en Europe, c'était une catastrophe. Ça voulait dire une Europe puissance qui avait frontière avec la Chine, c'est inacceptable. Et en même temps, ça voulait dire qu'ils perdaient leur ennemi et donc ils n'avaient plus de... Donc, même si l'essentiel de la responsabilité porte sur les Russes, les Américains, en poussant dans les années 88, 89, 90, 91, 92, 90, Dieu sait que je l'ai vécu. Hein. Moi, j'ai invité, contre la demande de tout le monde, j'ai invité Gorbatchev au G7. J'avais aucun droit, mais c'était le G7 avait lieu à Londres. Moi, j'étais à Londres, j'ai invité Gorbatchev à venir me voir. Hurlement de tout le monde. Bon, voilà, il est venu à Londres pour me voir et il n'a pas été admis au G7. Humiliation dont les conséquences, ça a été qu'il a été humilié et on connaît la suite de ce qui s'est passé. Donc, les Américains, certains, pas total, pas tous, ont tout fait pour ne pas aider la Russie à devenir une démocratie. Après, ça n'excuse rien de ces barbaries qui existent depuis quelques années.